Pourquoi la gomme efface-t-elle le crayon à papier, mais pas le crayon de couleur? Regarde comme c'est cool, j'ai fait un sondage pour savoir quelle était votre question préférée, celle-ci a gagné, et ensuite j'ai demandé à Elena, ma fille, j'ai fait le même sondage avec elle, en lui disant les questions, et elle a aussi trouvé que celle-ci était la plus intéressante. Je vous montrerai au microscope à la fin. Regardez jusqu'au bout, il y a des questions intéressantes au milieu. Ibere Tenorio, pourquoi y a-t-il autant de sable sur les plages? Quelle est son origine? Selon l'endroit, la majorité du sable peut être du caca. Regardez cette réponse. La façon la plus évidente dont se forme le sable marin, c'est que les montagnes s'usent, n'est-ce pas? La roche des montagnes va s'user à cause du soleil, à cause de la pluie, à cause du vent, à cause des animaux qui bougent là-bas. Et au moment où un morceau de roche se détache, il descend la colline. Il descend jusqu'à arriver à une rivière. Et quand il arrive à la rivière, l'eau le pousse. Et cette roche s'use de plus en plus. Et au bout du compte, on a du sable qui descend aussi par la rivière, poussé par l'eau, jusqu'à arriver à la mer, où il va former les plages. C'est la partie moins intéressante de l'histoire, parce que si on regarde dans le sable, il y a aussi d'autres choses, par exemple des restes d'animaux marins, des coquillages, la carapace du crabe, des os, etc., qui se brisent aussi, et finissent par s'accumuler dans le sable. Mais le truc le plus fou que j'ai découvert en faisant cette recherche, c'est qu'il existe un certain poisson perroquet qui va là-bas et mange les coraux. Les coraux sont faits de carbonate de calcium, donc c'est quelque chose de dur. Et cette bête fait un caca qui est pratiquement du sable. Je dois avouer que lorsque j'ai lu ça, je me suis dit que c'était un pourcentage infime, juste un peu de sable issu du caca de cette bête, donc sans importance, mais en fait, si. Si la plage se trouve dans un endroit où il y a peu de rivières, la majeure partie du sable, selon l'endroit, 70%, peut être formé par le caca du poisson perroquet. Ça mérite un pouce bleu. Que se passe-t-il avec un ballon à l'hélium quand on le lâche? On le lâche, il monte, que va-t-il se passer? Va-t-il jusqu'à la Lune? À 5 millions d'abonnés, le Manuel du Monde a envoyé un ballon dans la stratosphère. La stratosphère est une couche atmosphérique située au-dessus de la zone de vol des avions de ligne. C'est très haut. C'est normal que ces ballons explosent. Quand tu les gonfles avec de l'hydrogène ou de l'hélium, la pression est la même qu'au sol. À mesure que ce ballon monte, sa pression interne reste constante, tandis que la pression externe diminue. Cela signifie qu'une grande différence de pression va apparaître entre l'intérieur et l'extérieur du ballon. Le ballon veut éclater. La plupart du temps, c'est ce qui va se passer. Mais supposons que vous ayez un ballon très résistant ou très flexible qui n'éclate pas, qu'il supporte de gonfler, gonfler, gonfler et devienne énorme. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter éternellement? Non, il va arriver à un point où il va arrêter de monter et il va rester immobile là-haut. Cela arrive parce que notre atmosphère devient de plus en plus mince, de plus en plus raréfiée, avec de moins en moins de densité, de moins en moins d'air. Alors, il arrive un moment où le ballon commence à devenir trop lourd pour la région où il se trouve. Et là, il ne peut plus monter. Et à ce moment-là, il va simplement arrêter de monter et rester immobile là-haut. Mais cela ne va pas durer très longtemps. Les molécules, qu'elles soient d'hydrogène ou d'hélium, sont vraiment toutes petites. Elles traversent le caoutchouc des ballons, ou trouvent un trou pour s'échapper, même si le ballon n'est pas en caoutchouc. Voilà pourquoi ces ballons ne durent jamais longtemps. Même les plus chers en aluminium finissent par retomber. Donc, pour résumer, soit ce ballon va exploser, ce qui est le plus probable, soit il va atteindre un point où il ne monte plus, il va se dégonfler avec le temps et tomber. Si la Terre est ronde, pourquoi la voit-on plate? Quand on regarde à l'horizon est plat, l'horizon n'est pas rond. On voit la Terre plate parce qu'elle est vraiment, mais vraiment immense. On ne peut pas voir la courbure quand on est aussi proche de la planète. Je vais vous montrer ça sur l'ordinateur. Je suis ici sur Photoshop, et la première chose que je vais faire, c'est tracer une ligne droite, d'accord? Une ligne absolument droite, et ensuite je vais faire un cercle. Maintenant, on va commencer à zoomer sur ce cercle et le comparer avec la ligne droite. De loin, bien sûr, tu peux voir parfaitement le cercle. Quand je commence à zoomer, maintenant on ne voit qu'une partie du cercle, seulement la partie supérieure. Si je zoome un peu plus, tu remarques que ça commence déjà à devenir difficile à voir. Tu vois par le petit bord là qu'il y a quelque chose de courbé, mais ça devient presque plat. Si je zoome un peu plus, tu remarques que la ligne du cercle commence à se confondre avec la droite. Tu ne vois plus, c'est très difficile de voir que ceci est un cercle. Si je zoome encore plus, tu verras que les deux lignes deviennent pratiquement parallèles. Tu ne peux plus remarquer que c'est un cercle. Laisse-moi faire un zoom arrière ici, m'éloigner un peu, juste pour que tu vois que c'est bien un cercle. Je m'éloigne comme si j'étais une fusée. Tu commences à voir le cercle, tu commences à voir la planète Terre. C'est exactement ce qui se passe avec la vision qu'on a de la planète. Quand tu t'approches trop, tu ne peux plus percevoir la courbe. Leonardo Lopez, membre de la chaîne, a ce petit électron là-bas.
On sélectionne toujours une question d'un membre. Pourquoi les animaux marins, qui sont des mammifères, ont-ils la nageoire caudale à l'horizontale alors que celle des poissons est à la verticale? Je vais avouer que je n'avais jamais remarqué cela, et quand j'ai commencé à observer, c'est vrai. Prenez un requin, une carpe, un lambari, une tilapia, ils ont tous la nageoire caudale à la verticale. Et puis, quand vous prenez une baleine, un dauphin, une orque, un phoque, la nageoire caudale est à l'horizontale. Appelons cela par son vrai nom, la nageoire caudale. C'est ce que ces animaux utilisent pour se déplacer dans l'eau. Le bout de la queue, là, a une forme différente, comme une rame qui aide ces animaux à se déplacer sous l'eau. Et c'est vrai, les mammifères ont tous la nageoire horizontale. C'est parce que ces animaux sont complètement différents. Ils ont évolué d'une manière différente pendant des millions et des millions d'années. Les poissons, eux, ne sont jamais sortis de l'eau. Ils ont toujours été des animaux aquatiques qui ont développé une façon de nager très rapidement avec leur nageoire, avec cette... Comment ça s'appelle déjà? Avec la nageoire caudale à la verticale. Les mammifères aquatiques, non. Ce sont des animaux qui sont sortis de l'eau puis y sont retournés. Donc, à cause de cela, ils viennent d'animaux qui un jour ont déjà marché. Et pour marcher, on utilise sa colonne vertébrale, mais à l'horizontale. Il suffit de penser à ce costume de sirène. Comment ces femmes nagent-elles sous l'eau? Elles remuent la queue ainsi, et non autrement, car la colonne vertébrale de l'être humain, qui est un mammifère, est mieux adaptée à ce mouvement. Ce mouvement avantage les mammifères car ils doivent remonter pour respirer, comme la baleine qui ne peut respirer sous l'eau. Elle remonte à la surface et grâce à ce trou qu'elle a sur le dos, elle arrive à aspirer de l'air. Ce mouvement horizontal est meilleur et plus efficace pour remonter à la surface. Ibéré, quand on regarde les nuages, est-ce qu'ils bougent vraiment ou est-ce qu'ils sont immobiles et c'est nous qui voyons le mouvement de la Terre? Et pourquoi parfois on voit ces formes si réalistes dans les nuages? Eh bien, d'abord, les nuages ne sont pas immobiles pendant que la Terre tourne. Non, les nuages tournent en même temps que la Terre. Elles suivent le mouvement de la Terre. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité que la Terre tourne et que le nuage reste immobile là-haut. D'autant plus qu'à l'équateur, cette vitesse de rotation de la Terre est d'environ 1600 km/h. Donc, ce serait une tempête absurde si l'atmosphère ne se déplaçait pas avec la Terre. D'ailleurs, si tu observes bien le ciel un jour où il y a différents types de nuages, des nuages à des altitudes différentes, tu verras qu'il y a certaines couches qui se déplacent dans une direction et d'autres couches qui se déplacent dans l'autre. Je sais que ça arrive, car cette semaine sur Manual do Mundo, on fabriquait un four solaire, mais il faisait nuageux. Alors on devait attendre le soleil pour le faire marcher. Et là, c'était la panique parce qu'il y avait ce problème. Il y avait des nuages qui allaient dans un sens, d'autres dans l'autre, et on n'arrivait pas à savoir est-ce qu'il va y avoir du soleil ou pas. Je ne sais pas, ce nuage vient de l'Est, l'autre de l'Ouest, bref, c'était un vrai bazar. Pourquoi voit-on des formes aussi nettes dans les nuages? Parfois, on distingue un mouton, une vache. Comment les nuages forment-ils des formes parfaites? En réalité, ils ne le font pas. Notre cerveau s'efforce de voir ces formes dans les nuages. Tu vois celle-là, à côté? Si tu regardes sans trop faire attention, tu vas voir un crâne. Mais en réalité, il n'y a aucun crâne là. Ce qui se passe, c'est que ton cerveau essaye tout le temps de voir un motif dans les choses, d'organiser ce qui est désorganisé. Et c'est très utile pour nous de voir des visages dans tout et n'importe quoi. Parce que imagine l'être humain quand il était dans la forêt et qu'il devait se défendre contre les loups, les serpents, les ours, contre plein de choses. Tu surveilles sans cesse la forêt pour repérer un œil ou une bouche. Si tu en vois, tu grimpes à l'arbre et fuis. Donc, notre cerveau est très préparé à chercher des visages partout. Ce phénomène a même un nom, c'est la pareidolie. Et ça n'arrive pas qu'à toi, ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose de naturel pour nous. Et Ibéré, regarde le velcro au microscope, vois s'il a vraiment des petits crochets. Tes désirs sont désordre. Comme dit ma mère Maria Angela, celui qui garde a toujours quelque chose. Donc, dans le manuel, on a une boîte uniquement de velcro et de fermeture de sac à dos. Et ici, il y a plusieurs petits morceaux de velcro. À l'œil nu comme ça, je n'arrive pas à voir le petit crochet. Il faut regarder au microscope. Oui, je vois, c'est juste que je n'avais jamais coupé le velcro d'aussi près. Regarde au microscope. Regarde. Ici les crochets du velcro. Ici, on peut bien voir ce crochet. Il n'est pas très pointu, je pensais qu'il serait plus... La pointe serait plus aiguisée, et c'est ça qui s'accroche à l'autre tissu, à cette partie plus douce, et tire. Mais celui-ci est un scratch vraiment grossier. Un scratch où ses crochets sont vraiment très grands. Je veux un scratch avec des crochets plus petits. Celui-ci est plus moderne. Quand tu passes la main ici, il n'est pas aussi rugueux. Il n'accroche pas ta main. Il est vraiment
tout petit. On ne peut pas voir comment il fonctionne à l'œil nu. Regardons-le au microscope. Ah, regarde les petits crochets, tout petits. C'est génial. Regarde, c'est un crochet beaucoup plus simple. C'est un crochet littéralement microscopique parce qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. C'est comme un arbre, un agla, avec un petit crochet, tu vois, beaucoup plus proche de la surface. J'ai mis les deux velcro côte à côte ici. L'ancien, c'est celui-ci. Regarde la taille du crochet. Et le petit en dessous, je sais pas, 5 fois plus petit. C'est une grosse différence. Janssen demande ici qu'on essaye de mettre une autre partie du velcro pour voir les deux vraiment collés, pour voir comment l'accrochage fonctionne entre les deux. En gros, ces petits crochets vont s'accrocher aux petits poils qui sont lâches, aux poils doux, et c'est ça qui fait coller. Je pense que ça ne colle pas très bien ici parce que c'est un tout petit morceau. Si je ferme trop le velcro, tu ne verras pas comment il colle. Ici, tu comprends quelles parties interagissent. Si le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, pourquoi voit-on le coucher du soleil sur le littoral brésilien? D'abord, expliquons la question parce que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Là, c'est le soleil, ici la planète Terre, qui tourne dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on dit toujours que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, par là, c'est l'est. Si tu es ici au Brésil, tu verras le soleil se lever sur la mer, parce que le soleil commence à apparaître sur la mer. Au fil de la journée, au moment où le soleil se couche, tu verras le soleil se coucher sur la terre, tu verras le soleil se coucher de l'autre côté. Comme la côte du Brésil, comme la partie qui touche la mer ici, dans notre pays, est à peu près toujours orientée du même côté, la conséquence de cela est qu'il est presque impossible de voir le soleil se coucher sur la mer au Brésil. Janssen, derrière la caméra, a longtemps été photographe de mariage. Quand j'ai posé la question, il a répondu « Je le savais, ça m'a déjà causé des problèmes ». Il y a des couples qui demandaient à être photographiés au coucher du soleil sur une plage. Et alors, où est-ce qu'on trouve au Brésil une plage d'où l'on voit le soleil se coucher? C'est un phénomène assez rare, mais ça arrive. Laissez-moi vous montrer sur Google Maps. Si on regarde en général, la côte, les plages brésiliennes, elles sont divisées, comme ça, à la verticale, entre l'est et l'ouest. C'est le cas ici, notamment dans l'Espírito Santo et le sud de la Bahia. Mais si on va sur le littoral de São Paulo, tu vas remarquer que, surtout dans cette région ici, entre Santos et San Sebastián, on a déjà une orientation du littoral qui est horizontale, elle est divisée entre le nord et le sud. Et si on zoome sur certaines plages ici, par exemple, allons ici, à la fin de Boracéia, qui se trouve là, à Bertioga, tu vas remarquer que la plage fait une petite courbe. Et donc, ce petit bout de plage, il est de nouveau divisé entre l'est et l'ouest, mais c'est à l'envers. L'océan se trouve du côté ouest. On a des situations spécifiques. Sur le littoral de São Paulo, cela arrive souvent à cause de cette orientation horizontale. Je pense qu'à Salvador aussi ça va arriver. Allons voir. Si tu es là-bas, au phare à Salvador, tu vas remarquer que ces plages ici, par exemple la plage de Porto da Barra, elle est exactement dans cette position opposée dont j'ai parlé. La mer est à l'ouest et la terre est à l'est. Si tu y vas, tu pourras sûrement voir le coucher du soleil sur l'eau, un événement rare au Brésil. Le photographe peut alors capturer le couple s'embrassant au coucher du soleil. Avec la mer en arrière-plan, toute dorée, as-tu une autre profession en dehors de l'enregistrement de vidéos? Je suis vraiment fan de toi. Merci Sol. Mais cette question est un peu triste et beaucoup se sentent offensés par ce genre de questions. Parce qu'au fond, c'est implicite. C'est dans la question, la personne pense que ce que tu fais n'est pas un vrai métier, mais plutôt un passe-temps ou un petit boulot, juste pour t'amuser. Ce n'est pas grave, je sais que tu ne l'as pas voulu. Oui, je travaille uniquement pour le Manual do Mundo depuis 2012. Marie et moi avons tout arrêté pour nous consacrer uniquement à YouTube. Aujourd'hui, il y a YouTube, des livres, des conférences, Instagram, Facebook et tout ce qui touche le Manual do Mundo depuis 2012. Je travaille uniquement sur ce projet avec une équipe de plus de 10 personnes, qui vient tous les jours ici au Manual do Mundo et travaille aussi uniquement là-dessus. C'est drôle parce qu'au début de YouTube, j'entendais beaucoup cette question parce qu'il était très difficile pour les gens de comprendre comment il est possible qu'une personne ne fasse que filmer des vidéos et vive uniquement de ça. Mais aujourd'hui, je me demande aussi comment il est possible que quelqu'un filme des vidéos, les publie aussi fréquemment que nous le faisons et fasse autre chose en même temps. Parce que c'est beaucoup de travail. Vous êtes en train de regarder cette vidéo de Iberê répond. On dirait, je ne sais pas, qu'on dirait que ça sort tout seul. Je lis ici et je commence déjà à répondre. Non, j'ai pris ces questions principalement des stories sur Instagram. J'ai mis là-bas une boîte à questions. Il y en a eu plus de 1000. Rien que pour choisir les questions, cela m'a pris 4 heures pour obtenir une liste de 100.
J'ai dû repasser la liste pour la réduire à une trentaine de questions, ce qui me semble déjà beaucoup, sans pouvoir diminuer plus. Et puis vient la recherche. Ça a été de nombreuses heures de recherche, y compris toutes les sources que j'ai utilisées pour cette recherche. Les liens sont dans la description de la vidéo qui est très fournie. L'enregistrement prend aussi du temps. Je ne sais pas, 2-4 heures à peu près. C'est simplement une vidéo de questions-réponses, pas une vidéo de construction qui demande bien plus de temps, montage, publication et création de la miniature inclus. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, ça donne une impression, je ne sais pas, non, tu regardes cette vidéo en 20 minutes, tu dois penser qu'elle a pris environ 40 minutes à faire. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, une vidéo nécessite une semaine de travail pour plusieurs personnes. Où va l'énergie quand on freine à vélo? Elle va bien quelque part, non? Après tout, l'énergie ne vient pas de nulle part et elle ne disparaît pas non plus. Quand on freine à vélo, le mouvement du vélo, qui est une énergie cinétique, se transforme principalement en chaleur. Donc, sur un vélo avec des freins à disque, par exemple, si tu touches le disque juste après avoir descendu une grosse pente, tu risques de te brûler la main. Une partie de cette énergie se transforme aussi en son. Tu finis par faire vibrer l'air avec ce freinage. Bien sûr, si le frein est mal réglé, s'il y a une fuite d'huile sur le frein à disque, il y aura plus de bruit que d'habitude. Ou si tu dérapes, par exemple, cette énergie va finir par être utilisée pour user le pneu, pour arracher des petits morceaux de caoutchouc ou pour déformer le sol sur lequel tu passes. Et là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont demander « Mais Ibéré, tu gaspilles de l'énergie, ce n'est pas possible. Transformer en chaleur, c'est jeter toute l'énergie à la poubelle. » C'est vrai, presque toutes les voitures font ça. Tout le temps, on gaspille énormément d'énergie. Mais c'est aussi pour ça que les voitures hybrides ont autant de succès. En freinant avec une hybride, les plaquettes ne sont pas utilisées normalement. Avant cela, il essaie d'utiliser un générateur. Il connecte un générateur à la roue qui est généralement le moteur lui-même et il parvient à générer de l'énergie à partir de ce freinage. Le générateur freine en produisant de l'énergie, il tente de s'arrêter. L'énergie est ensuite stockée dans une batterie pour une utilisation ultérieure. Ainsi, la voiture hybride récupère une partie de l'énergie autrement perdue lors d'un freinage. Ibéré, que contient une boule de billard et pourquoi est-elle si solide? De quoi est-elle composée? Autrefois, ces boules étaient fabriquées soit en bois, un bois dur, soit en ivoire, qui est la grande dent de l'éléphant. Beaucoup d'objets étaient autrefois faits en ivoire, car ce matériau devait être agréable à travailler. Non, ça donne une finition très belle, brillante. Ne comptez pas sur moi pour faire une boule parfaite en ivoire, car je n'aurai jamais le courage d'utiliser un morceau du pauvre éléphant. C'était très courant. Je ne sais pas si ça arrive encore beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a plus de protection, mais les gens tuaient l'éléphant simplement pour emporter l'ivoire. Rassurez-vous, aujourd'hui, les boules de billard ne sont plus en ivoire. Elle est souvent faite en résine polyester, vendue en mastic plastique dans les magasins de matériaux de construction. D'ailleurs, l'une des plus célèbres, c'est le mastic plastique Ibéré. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez ici à côté, c'est cette petite boîte jaune-là. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment curieux d'en ouvrir une et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y. J'ai toujours pensé que ce truc était indestructible. L'est-il vraiment? Est-ce qu'avec un peu de délicatesse, on ne pourrait pas voir ce qu'il y a à l'intérieur? C'est difficile de trouver les morceaux pour raconter l'histoire. C'est loin d'être indestructible. Elle se casse facilement. J'ai découvert ici que la partie blanche du 8 est en fait un plastique différent à l'intérieur de l'autre. Regarde. C'est une résine d'une autre couleur qui a été mise ici et elle se casse un peu comme du verre. Elle éclate partout. Pourquoi utilise-t-on l'expression virado no jiraya? J'ai remarqué deux situations où on dit qu'une personne est virada no jiraya. Soit parce qu'elle est très en colère et insulte ou se dispute avec tout le monde, soit parce qu'elle déborde d'énergie. Donc, tu vas faire un grand ménage chez toi, mais aujourd'hui, tu es virado no jiraya. Tu soulèves le matelas, tu retournes tout à l'envers. Bref, c'est un moment où la personne a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, que ce soit pour se disputer avec les gens ou pour faire quelque chose de bien. Malheureusement, le fameux Jiraiya, c'est de mon époque. Dans les années 80, il y avait une série qui s'appelait Jiraiya, le ninja incroyable. C'était une série japonaise, avec de vrais acteurs, ce n'était pas un dessin animé. C'était un garçon qui se transformait en ninja. Jiraiya mettait une sorte de... Le gars mettait un casque rouge, une tenue toute rouge, et il devenait le ninja Jiraiya. Et ce qui est cool, c'est que quand le garçon se transformait en Jiraiya, il combattait plein de monstres. Ces ennemis japonais là, avec beaucoup d'énergie. C'était un ninja. Donc, c'était vraiment génial à regarder quand on était enfant.
C'était la partie la plus attendue de l'épisode pour Virado no Jiraiya. Je n'ai trouvé aucune référence pour virer. D'accord? Mais imagine qu'on est viré en Jiraiya. Parce que le garçon devenait Jiraiya. Donc, si on est transformé en Jiraiya, c'est parce qu'on s'est déjà transformé en Jiraiya. Alors, si quelqu'un est viré en Jiraiya, il est là, plein d'énergie pour faire les choses, de façon très agile, avec beaucoup de détermination. Comment est-ce qu'on a la chair de poule? Est-ce qu'il existe un type de muscle sous la peau? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Quand on a peur, quand on a froid, nos poils se dressent. Ils se hérissent. Et pour qu'un poil se lève, il doit y avoir quelque chose en dessous. Est-ce qu'il y a un micromuscle à la base du poil? Eh bien oui, il existe un tout petit muscle. Et ça veut dire que notre peau est remplie de ces petits muscles partout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le nom de ce muscle. En latin, parce que certaines personnes utilisent le nom en latin, n'est-ce pas? C'est le musculus erector pili. C'est le muscle qui redresse le poil. Mais en portugais, j'ai aussi trouvé la référence à musculo horripilador. Oui, horripilateur, c'est un muscle horripilant. Et là, on a le déclic, n'est-ce pas? Ce qui a vraiment du sens, parce que horripilant, horripilateur, ce suffixe pile à la fin, ça a à voir avec les poils. Et en latin, horreri, c'est hérisser, trembler. Donc, horripilant, c'est quelque chose qui hérisse les poils. On dit qu'une chose est horripilante car elle donne la chair de poule quand on la voit. Quand l'eau bout, d'où viennent les bulles dans l'eau? Est-ce que l'air passe à travers le métal de la casserole? C'est le genre de question qui paraît bête, mais qui va te surprendre. Non, l'air ne va pas passer à travers le métal de la casserole. Il n'y a aucun moyen pour l'air de passer par là. Mais quand tu vas faire bouillir l'eau, les premières bulles qui apparaissent, ce sont des bulles d'air. Ce ne sont pas des bulles de vapeur d'eau. C'est que les gaz de l'air, l'oxygène, l'azote, ils se dissolvent dans l'eau. Ils restent là, un peu cachés entre les molécules d'eau. Donc c'est grâce à ça, par exemple, qu'un poisson arrive à respirer. Il ne prend pas l'oxygène du H2O, cette eau qui est dans la molécule d'eau. Il prend l'oxygène qui est dissous dans l'eau, le O2 même qui est caché là, entre les molécules d'eau. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous commencez à chauffer l'eau, vous diminuez le taux de solubilité de l'oxygène dans l'eau. Pour dire les choses plus simplement, cela signifie juste que vous pouvez dissoudre moins d'oxygène dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Donc, lorsque l'eau commence à chauffer, cet oxygène commence à s'échapper. Ces premières bulles qui apparaissent sont vraiment de l'oxygène ou d'autres gaz présents dans l'air. Ce n'est pas encore de l'eau bouillante. Et ensuite, quand l'eau approche de la température d'ébullition, là, près de 100 degrés. Là, on va voir de grosses bulles, en fait de l'eau devenue gazeuse, qui était liquide avant de se transformer en gaz. Sous forme gazeuse, elle prend plus de place. Donc, une petite quantité d'eau qui se transforme en gaz forme déjà une énorme bulle et commence à bouillir, à faire des bulles en fait. Borbulhar no caso mesmo. Pour la séance de dédicace, faut-il prendre un ticket la veille? Quel est le prix du ticket pour les autographes? Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais le grand livre de biologie du Manual do Mundo vient tout juste d'arriver. C'est un autre de notre collection de grands livres. Il est magnifique, il y a 500 pages ici, vraiment sympa, super bien illustré. Et on va faire ce lancement classique des livres du Manual do Mundo, en même temps que le livre Mystère de l'univers. Alors ici, à côté, je laisse les dates et les villes où je passerai. Je vais signer des autographes et tout le reste. Événements organisés par les librairies. Donc, première chose, il faut effectivement un ticket pour pouvoir obtenir une signature là-bas et discuter un peu avec moi. Parce que, parfois, il y a plus de monde que je ne peux gérer. Selon le temps dont je dispose. En général, les librairies donnent 300 tickets, un par famille. Donc, si tu viens avec ton père, ton frère, ton grand-père, etc., tu peux faire la queue avec un seul ticket. Pour obtenir ce ticket, tu n'as rien à payer, d'accord? La librairie demande généralement seulement que tu aies le livre, parce que c'est un événement de lancement du livre. Il faudra sans doute le prendre à l'avance, mais chaque librairie a ses propres règles. Que fait-on généralement? On demande aux gens de contacter la librairie via Instagram. Sur notre Instagram, une publication épinglée indique la date des lancements et les profils de chaque unité concernée. Vous leur demandez comment ça va se passer pour le ticket. Parfois, ils exigent de venir à l'avance. Il faut récupérer la veille. Certains lieux ouvrent une semaine avant, car chaque librairie organise différemment. La librairie de Macapa est différente de celle de Londrina, notamment dans leur façon d'organiser. Ici, au manuel, on ne contrôle pas vraiment cela.
Mais je vous garantis qu'on fait tout notre possible pour accueillir le maximum de personnes possible, de la meilleure façon possible. Ceux présents au lancement du livre de Manual do Mundo savent que je suis là pour échanger, prendre des photos et signer les livres. Et c'est quelque chose qui, à la fin de la journée, me rend toujours très heureux de l'avoir fait. Parce que c'est étrange d'enregistrer ici. Derrière cette caméra, il y a Johnson, qui est notre caméraman. Gabi est là-bas, elle s'occupe d'Instagram et tout ça. Elle nous aide à enregistrer les vidéos, mais je ne vous vois pas. Je ne vois pas le visage de ceux qui regardent les vidéos, mais lors des lancements de livres, je peux vous rencontrer. Pour ceux qui n'habitent pas dans les villes où a lieu le lancement, le semestre prochain, nous en ferons encore quelques-uns. Mais si vous voulez acheter le livre, je laisse ici en bas le lien de tous les livres et de tous les produits du Manual do Mundo. Nous avons une petite page sur Amazon, avec tout, c'est plus facile à trouver, il suffit de cliquer juste en dessous, d'accord? Biberet avait déjà répondu à une question, mais sans illustration, nous ne l'avions pas publié. Maintenant que nous l'avons, regardez. Si la Mapa est entourée de rivières de tous les côtés, pourquoi n'est-il pas considéré comme une île? Cette question est plus difficile qu'elle n'en a l'air. J'ai demandé à mon ami Olavo, qui a une chaîne esclave sur la géographie et adore étudier les frontières, de répondre pour nous. Salut Pereira, salut à tous les gens de Manual do Mundo, ça va? L'Amapá est l'état le plus isolé du Brésil, sans connexion avec un autre état. Sa seule route mène à la Guyane française via le pont binational. Sur la carte, il ressemble même à un losange, non? D'un côté, il y a l'océan Atlantique et de l'autre, 3 rivières qui délimitent le territoire, le Jari, l'Oyapock et l'Amazone. Mais on ne peut pas appeler l'Amapá une île, et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que la séparation entre l'Amapá et la Guyane française n'est pas entièrement faite par un cours d'eau. Ce n'est pas entièrement un fleuve ou quelque chose qui sépare les 2 localités. Il y a un tronçon de la frontière entre l'Amapá et la Guyane française qui est sec, qui est terrestre. Il n'y a aucune liaison fixe, aucune. Il n'y a pratiquement aucune occupation humaine là-bas. Mais oui, il existe une liaison terrestre entre l'Amapá et la Guyane française. Et l'autre raison pour laquelle on ne peut pas appeler l'Amapá une île, c'est qu'en réalité, l'Amapá fait partie d'une île gigantesque, une très grande île appelée l'île des Guyanes. Toute cette région, d'une certaine manière, peut être considérée comme une seule île. Cela englobe l'Amapá, la Guyane française, le Suriname, une partie du Venezuela, de la Colombie et aussi d'autres états brésiliens comme le Roraima, le Pará et l'Amazonas. Et le grand point clé pour comprendre la formation de cette île des Guyanes, de cette île géante, c'est un endroit appelé le canal du Cassiquiare. Le canal du Cassiquiare est un cours d'eau qui relie le fleuve Orénoque, qui est le fleuve le plus célèbre du Venezuela, et notre Rio Negro, l'un des affluents de l'Amazone. Grâce à cette connexion entre l'Orénoque et le Rio Negro, il existe un grand canal, un grand circuit d'eau qui sépare toute cette immense région. C'est ainsi que se forme l'île des Guyanes. Voilà, j'espère avoir aidé et on se retrouve sur Esclave. À bientôt Ibéré. Si la gravité attire tout vers le bas, pourquoi l'atmosphère ne s'effondre-t-elle pas sur la surface de la Terre? Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup une bande dessinée qui s'appelle Astérix. C'est un personnage créé là-bas en France qui vit plusieurs aventures environ 50 ans avant la naissance du Christ. Et une grande peur de son peuple, du peuple gaulois, était que le ciel leur tombe sur la tête. Je remarque un peu cela dans cette question, non. L'idée que le ciel est quelque chose de dur, quelque chose qui est là-haut et qui, soudainement, pourrait nous tomber sur la tête. Mais la nouvelle, c'est que le ciel est déjà tombé. Il n'existe pas d'atmosphère qui est là-haut et qu'on voit de loin. En réalité, l'atmosphère est ici même. Elle est dans notre environnement. L'air commence déjà à partir du sol et s'étend sur plusieurs kilomètres au-dessus de nous. Donc, quand on parle de l'atmosphère, ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose dans laquelle on se trouve, comme un poisson dans un aquarium. Donc, il n'y a pas moyen que l'atmosphère tombe sur la Terre, parce qu'elle est déjà sur la Terre. Elle appuie déjà sur la Terre, elle exerce déjà une pression sur tout ce qui est ici, ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Ce qui est intéressant, c'est que cela soulève une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas de ligne claire indiquant où l'espace commence? Pourquoi l'air devient-il plus rare au lieu de disparaître d'un coup? Il est aussi intéressant de se demander pourquoi l'atmosphère reste. Pourquoi l'air ici ne s'échappe-t-il pas dans l'espace? Parce que la gravité le retient. La gravité attire ce gaz, ces molécules d'oxygène, d'azote, etc. vers elle. Mais cela provoque justement cette pression dont je viens de parler. Donc, quand on est ici en bas, au sol, ces atomes, ces molécules sont plus proches les uns des autres. Donc ici, on a un air assez dense, comme je l'ai dit dans cette question sur le ballon qui s'échappe vers la stratosphère. Au fur et à mesure qu'on monte, ces molécules sont de plus en plus éloignées les unes des autres, jusqu'à ce qu'elles soient tellement éloignées qu'un avion ne peut plus voler. Parce que les hélices de l'avion n'ont même plus d'air à brasser, parce que l'aile n'a plus rien sur quoi s'appuyer, parce que les moteurs n'ont même plus d'où prendre de l'oxygène pour fonctionner.
Sais-tu ce qui se passe là où l'avion ne vole plus? C'est là que l'espace commence. C'est comme ça qu'on définit la différence entre l'atmosphère et l'espace. On estime que cet endroit est à environ 100 km d'altitude, appelée la ligne de Kármán. Donc, pour qu'une personne soit considérée comme astronaute, elle doit voyager dans un véhicule qui franchit la ligne de Kármán, qui va plus haut que 100 km d'altitude. Aux États-Unis, ils considèrent cela un peu plus bas, mais il y a une dispute là-bas parce que certaines personnes sont arrivées presque à la ligne de Kármán et ils veulent considérer ces personnes comme astronautes. Donc c'est compliqué. Mais convenons que 100 km est aussi un chiffre très rond, c'est un chiffre très joli. Il n'existe pas de pointe exacte où cela se produit, d'autant plus que cela dépend du type d'avion, du type de vaisseau spatial, etc. Donc, par exemple, un satellite là-bas pourrait déjà faire le tour de la Terre sans être trop perturbé par l'atmosphère. Il ne se heurte pas à l'air. Mais ce n'est pas très intéressant pour un satellite d'être aussi proche. Bref, il n'y a vraiment pas de pointe exacte où commence l'espace, cela se produit progressivement. Et si on regarde jusqu'où on trouve des molécules qui viennent de la Terre, des molécules de gaz qui viennent de la Terre, on voit des recherches qui montrent qu'il y a des molécules d'hydrogène qui font partie de l'atmosphère terrestre et qui sont plus loin que la Lune. En résumé, il n'existe pas de ligne qui sépare le noir du blanc. Tout est plus complexe qu'il n'y paraît, car l'air ne cesse pas d'exister soudainement dans l'atmosphère. Profitant du lien avec l'astronomie, je rappelle que Manual do Mundo a lancé une nouvelle catégorie dans l'Obafog, la compétition de fusée de l'Olympiade brésilienne d'astronomie. Ils organisent depuis des années la compétition de fusée en bouteille PET et ajoutent maintenant la catégorie fusée à 2 étages. Nous avons réalisé la première vidéo de l'année montrant comment fabriquer une fusée de ce type, qui est essentiellement une fusée qui monte et, en cours de route, elle abandonne un étage et se propulse avec un autre étage. Elle donne une seconde poussée en cours de route, comme le fait une vraie fusée. C'est une compétition agréable, car elle rassemble des personnes partageant la même passion et permet de rencontrer de formidables gens. Mais une chose très importante, l'inscription est gratuite, d'accord? C'est jusqu'au 1er mai et les élèves doivent s'inscrire avec leur professeur. Si tu es élève et que tu veux participer, invite un professeur à le faire avec toi. Le lien est en bas dans la description de la vidéo. Pourquoi n'existe-t-il plus de paquebot transatlantique? Pour commencer, qu'est-ce qu'un paquebot transatlantique? C'est un navire qui traverse l'océan Atlantique pour transporter des personnes d'un côté à l'autre. C'est un navire qui sert à transporter des personnes à travers l'océan Atlantique. Peut-être que l'exemple le plus célèbre est celui que j'ai en main, c'est le Titanic. Le Titanic date de 1912 et il effectuait la traversée entre l'Angleterre et les États-Unis par l'Atlantique Nord. En réalité, il n'a pas traversé. Il voulait le faire mais n'a pas fini son premier voyage. Mais enfin, son frère, l'Olympique, traversait toujours. Ce voyage n'était pas une croisière comme celle qu'on connaît aujourd'hui, d'accord? Ces bateaux de croisière, tu y vas pour t'amuser à l'intérieur du navire, pour profiter des choses qu'il y a là-bas qui sont sympas. De temps en temps, tu descends sur une plage, tu vois un spectacle, tu vas à la piscine. Les transatlantiques, eux, servaient vraiment à aller dans un autre pays. Leur intérêt, souvent, ce n'était pas de profiter du navire, c'était simplement de prendre un moyen de transport pour aller dans un autre pays. En 1912, par exemple, peu importe combien d'argent tu avais, il n'y avait pas d'avion pour faire ça. Tu devais prendre un bateau. Et là, tu dois déjà avoir compris que c'est le problème, non ? Quand les avions ont commencé à devenir moins chers, plus efficaces, et que le voyage en avion est devenu sûr, les gens ont commencé à abandonner les transatlantiques. Pourquoi passer plusieurs jours sur une traversée pareille, alors qu'en avion, tu es de l'autre côté de l'Atlantique en quelques heures? Au final, si peu de gens veulent faire ce voyage, qu'aujourd'hui il n'existe plus qu'un seul transatlantique en service dans le monde, le Queen Mary II. En lisant ça, j'ai trouvé étrange, car il y a tant de bateaux de croisière, ce ne sont pas des transatlantiques, ces grands navires blancs, gigantesques, avec des piscines sur le pont. En réalité, ce sont des navires qui ont la capacité de traverser l'océan Atlantique. Et parfois, ils le font, ils peuvent traverser. Mais le véritable paquebot transatlantique, l'original, a une coque au profil différent. Il est conçu pour traverser l'océan rapidement. Les bateaux de croisière, non, ils sont faits pour que les gens se déplacent plus lentement, pour qu'ils profitent du voyage et, en plus, ils ne font pas cette ligne régulière comme un avion ou un bus. La seule ligne où vous pouvez acheter un billet pour traverser l'océan, elle n'existe que sur le Queen Mary II. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont curieux, moi aussi je l'étais. Pour savoir combien coûte un voyage comme celui-ci, combien de jours ça prend et tout le reste, n'est-ce pas? J'ai trouvé ici sur le site officiel une croisière de 7 jours, partant de New York, aux États-Unis, jusqu'à Southampton. En Angleterre, départ le 23 mai, arrivée le 30 mai, ça coûte 1009 $, avec, bien sûr, l'hébergement inclus, parce que vous devrez dormir sur le navire pendant 7 jours et le petit déjeuner aussi. C'est moins cher que ce que je pensais.
Je croyais que ce serait très cher. Ce n'est pas si cher, parce que si tu prends un billet d'avion, que tu penses à l'hôtel, au petit déjeuner et tout le reste, ça reviendrait à peu près à ce prix-là, non? Mais on arrive à la question finale. Pourquoi la gomme n'efface-t-elle pas le crayon de couleur? Pour comprendre pourquoi quelque chose arrive, il faut d'abord vérifier si cela se produit vraiment. Traçons ici. Crayon graphite ordinaire et crayon de couleur bleue, qui est presque de la même couleur que le graphite ici. Côte à côte, passons la gomme dessus. Allons-y. Le crayon s'efface à 100%, le graphite disparaît et le crayon de couleur reste encore pas mal. Il ne part pas complètement. Nous allons maintenant faire une analyse microscopique de la chose. Regardons cela de très près pour voir la différence. Réaliser un échantillon soigné évite d'avoir honte devant ceux qui utilisent un microscope. Ceci est la trace du graphite ordinaire, du crayon ordinaire sur le papier. Tu peux remarquer qu'il reste des petits morceaux de graphite incrustés dans les fibres du papier. Ce petit morceau de graphite reste déposé là. Allons jusqu'au point qui a été effacé. Ici, on a commencé à effacer. Tu peux remarquer qu'il est déjà pratiquement parti. Un peu plus haut, il ne reste pratiquement plus rien du graphite là. La gomme a tout effacé. Maintenant, passons de l'autre côté. Ici, c'est le crayon de couleur. Tu peux remarquer qu'il a l'air un peu mouillé, comme s'il y avait un liquide sur le papier. Et au fur et à mesure que je monte jusqu'au point où ça a été effacé, ou du moins tenté d'être effacé, tu vois qu'il n'est pas complètement parti. Il en reste encore un peu sur le papier. Ça colle un peu. Et pire, c'est un peu étalé. Ce n'est pas seulement là où il y avait la ligne. On dirait que ce liquide, quand j'ai passé la gomme, il s'est étalé, il s'est répandu là. D'abord, qu'est-ce que la mine du crayon? La mine du crayon, c'est du carbone, c'est une forme de l'élément chimique carbone mélangé avec un peu d'argile. En résumé, c'est une poudre presque noire, un gris foncé qui, au moment où tu la passes sur le papier, reste accroché dans les fibres du papier. Mais c'est une poudre aussi très attirée par la gomme. Donc, si tu passes la gomme sur cette poudre, elle va coller à la gomme et, à mesure que tu frottes encore plus la gomme, elle va libérer des morceaux. Elle va libérer une part d'elle-même salie par le graphite. Donc, la gomme est auto-nettoyante. Sauf que ça ne marche pas très bien avec le crayon de couleur, parce que le crayon de couleur n'est pas une poudre. Il contient un peu de cire. Sa consistance ressemble beaucoup à celle du crayon de cire. Et la cire, ce n'est pas une petite poudre, elle s'imprègne dans le papier. Elle colle au papier comme si c'était un liquide. Au moment où tu passes la gomme, seule une partie colle à la gomme, l'autre finit par être étalée sur le papier. C'est comme si tu nettoyais un bonbon sur le papier. Autrement dit, d'un côté, tu as un nettoyage presque parfait, de l'autre, tu as pratiquement un freinage. Essayons de regarder la gomme imprégnée de graphite. C'est un peu dégoûtant, non? On dirait une surface un peu visqueuse. Tu vois que le graphite a entièrement imprégné la gomme. Il fait sombre ici. Ce petit truc bleu, j'ignore son origine. Je réduis un peu le zoom du microscope. Voilà, c'est mieux. Regarde ici, un petit morceau de gomme qui s'est mélangé avec le graphite et s'est détaché du papier. C'est mignon. Enfin, si ce n'était pas... Une trace de freinage? Ça ressemble à un petit caca, non.